Le samedi 10 février 2018, une femme a pris un repas simple de haricots et de picots de galop, préparé par sa mère Paola, puis elle est sortie de chez elle. Les images que vous voyez à l'écran sont les dernières images connues d'elle. C'est une affaire qui a captivé et obsédé de nombreuses personnes au Chili. Fernanda Maciel est une femme de petite taille, mesurant apparemment moins d'1,50 m. Mais ce qui rendait sa disparition si choquante, c'est qu'elle était enceinte de 32 semaines, soit 7 mois, au moment des faits. Ce qui rendait la disparition de Fernanda encore plus étrange, c'est qu'elle n'avait donné aucun signe qu'elle souhaitait partir. En fait, elle avait un petit ami aimant, approuvé par sa famille. Ils prévoyaient même d'emménager ensemble dans une nouvelle maison qu'ils avaient obtenue. Mais lorsque la vérité a finalement été découverte, elle a choqué et dégoûté beaucoup de gens. Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Mystic Crime. Chaque semaine, j'enquête et présente des affaires criminelles du monde entier, car la vérité est plus étrange que la fiction. Revenons au jour où Fernanda Maciel a disparu. Pendant qu'elle mangeait ses haricots et son picot de galop, sa mère a remarqué qu'elle semblait différente, étrangement calme. Paola s'est souvenue par la suite qu'elle ne discutait pas et ne riait pas avec ses frères et sœurs plus jeunes comme elle le faisait habituellement. Je lui ai servi son repas, mais elle l'a mangé dans un silence complet. À 17h29, Fernanda a quitté sa maison sur la rue Puntiago, n'emportant avec elle que ses clés et son téléphone portable. Elle a traversé l'intersection en direction de la route de la Lima, un chemin qu'elle avait emprunté de nombreuses fois auparavant. Mais cette fois, elle n'est jamais revenue. Paola a attendu avec anxiété pendant des heures, s'attendant à ce que sa fille rentre à la maison. Les appels sur le téléphone portable de Fernanda aboutissaient directement à la messagerie vocale, comme si l'appareil avait été éteint. La situation était particulièrement alarmante. Fernanda était enceinte de 32 semaines. Le lendemain, le 11 février, Paola et le compagnon de Fernanda, Luis Peterson, le père de son enfant à naître, ont signalé sa disparition aux autorités. Les Carabineros, la principale force de police du Chili, ont ouvert une enquête. Cependant, en l'absence de signes immédiats de jeu déloyal, la Policía de Investigaciones de Chile, ou PDI, n'a pas encore été impliquée. Les officiers des Carabineros ont distribué des affiches de personnes disparues, partagé des informations sur les réseaux sociaux et interrogé les habitants. Leur seul indice semblait être une vidéo de surveillance montrant Fernanda traversant la rue Puntiago à 17h29. Mais ce qui est étrange, c'est qu'aucune autre caméra à proximité ne l'a repérée. Un voisin, Ortega Mignot, a affirmé l'avoir vue se diriger vers les Andes. Malgré ses efforts, il n'y avait pas d'autres pistes, pas de nouvelles apparitions, pas d'activité sur les réseaux sociaux et aucune transaction financière. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. Avec l'approche de la date prévue pour l'accouchement de Fernanda, sa disparition est devenue encore plus perplexe. Beaucoup craignaient le pire, mais sa famille refusait d'abandonner, déterminée à découvrir la vérité et à retrouver leur fille. Pour comprendre la disparition de Fernanda, il est également crucial d'examiner l'histoire de sa vie. Fernanda Damarius Maciel Correa est née le 9 mai 1996 à Independencia, Santiago, au Chili. Après la séparation de ses parents en 1999, elle et ses frères et sœurs ont été élevés par leur mère, Paola, qui a déménagé la famille à Conchalí. Au départ, Fernanda s'est bien adaptée au changement. Elle réussissait bien à l'école, gardait une personnalité joyeuse et restait en contact avec son père. Cependant, en entrant dans l'adolescence, le comportement de Fernanda a commencé à se détériorer. Ses notes ont chuté et elle a développé un tempérament colérique. Elle se disputait fréquemment avec ses camarades de classe, ses frères et sœurs et même sa mère. Sa mère, inquiète, a demandé de l'aide au conseiller scolaire. En 2007, elle a été envoyée dans une institution pour mineurs à risque. Mais l'intervention s'est révélée inefficace car elle restait dehors tard le soir, ne rentrant parfois pas du tout à la maison. La police l'a retrouvée souvent en compagnie d'adolescents liés à la consommation de drogue. Et, étant une adolescente influençable, elle a adopté leurs habitudes, s'enfonçant de plus en plus dans la toxicomanie. Bien que Fernanda vivait encore avec sa mère et ses frères et sœurs, elle est devenue émotionnellement distante. Elle passait la plupart de ses journées à dormir et ne quittait la maison que pour retrouver des amis et nourrir son addiction. Ses résultats scolaires ont continué à décliner, la forçant à redoubler une année. Puis, la tragédie a frappé le 2 juillet 2012, lorsque le père de Fernanda est décédé subitement d'un accident vasculaire cérébral. Dévastée, Fernanda lui a rendu hommage avec un tatouage de son nom, mais sa mort a aggravé sa spirale destructrice et son comportement autodestructeur.
Les tentatives des membres de sa famille pour intervenir ont conduit à des confrontations explosives. Elle consommait beaucoup d'alcool et passait ses nuits à l'extérieur, rentrant souvent très tard ou pas du tout. Elle a tout juste obtenu son diplôme de fin de lycée, mais elle a réussi à trouver un emploi comme hôtesse dans une boîte de nuit. Cet environnement n'a fait que renforcer ses mauvaises habitudes. Elle a traversé plusieurs relations instables. Sa descente aux enfers a continué jusqu'au jour où elle a rencontré Louis Peterson, un chauffeur de taxi de 36 ans. Il semblait réellement se soucier d'elle. En fait, il a même gagné la confiance de sa mère et a été accueilli au sein de leur maison. Fernanda a montré des signes d'amélioration. Elle a réduit la plupart de sa consommation de drogue, et sa relation avec Louis, bien que ponctuée de quelques drames, semblait au moins stable. Fernanda a finalement quitté son travail en boîte de nuit et est devenue serveuse dans un restaurant local. Ce poste lui offrait un environnement de travail plus sain. Cependant, lorsque son employeur a découvert qu'elle était enceinte, elle a été licenciée. Au moment de sa disparition, Fernanda avait parcouru un long chemin depuis son passé troublé et était désormais déterminée à construire un avenir meilleur pour accueillir la naissance de sa fille. Presque un mois s'est écoulé sans aucun progrès et, le 5 mars 2018, la famille de Fernanda était tellement frustrée qu'elle a déposé une plainte officielle contre les Carabineros. Cela a poussé les enquêteurs, plus spécialisés de la PDI, à reprendre l'enquête. La PDI, réputée pour son expertise en affaires criminelles, n'a pas perdu de temps pour explorer plusieurs théories susceptibles d'expliquer la disparition de Fernanda. La théorie de la fugue. Ils ont envisagé que Fernanda ait simplement fugué, peut-être après une dispute avec Louis, ou pour renouer avec un ancien amant. Cette théorie a même pris de l'ampleur dans les médias lorsqu'un couple en vacances à San Carlos de Bariloche, en Argentine, a affirmé avoir vu une femme ressemblant à Fernanda, qui semblait avoir subi une chirurgie esthétique. Désespérée de trouver des réponses, Paola s'est rendue en Argentine, mais après de nombreuses recherches, elle a fermement rejeté cette théorie de la fugue, insistant sur le fait que Fernanda ne partirait pas en laissant toutes ses affaires chez elle. De plus, elle se réjouissait à l'idée d'emménager dans la maison que Louis construisait pour leur future famille. La théorie de la drogue. Les enquêteurs ont examiné si le passé de Fernanda avait un lien avec sa disparition. Bien qu'elle ait laissé derrière elle ce mode de vie, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles elle avait été vue avec un trafiquant de drogue connu, Alexander Ayutzin, et sa compagne, Maria Araya, la veille de sa disparition. Des témoins ont affirmé que Fernanda portait un colis lors de cette rencontre. Ayutzin et Araya ont fourni des alibis et ont été écartés de l'enquête. L'attention s'est ensuite portée sur Joel Cuevas Flores, un trafiquant de drogue local et ancien partenaire romantique de Fernanda. Malgré les accusations selon lesquelles la compagne de Cuevas, Francesca Orlana, aurait menacé Fernanda un an auparavant, les deux ont été blanchis lors d'interrogatoires liés à des arrestations sans lien direct. La théorie de l'accident. Certains ont spéculé que Fernanda aurait pu mourir dans un accident, peut-être en se déplaçant sur cette route. Pourtant, aucune preuve d'un accident n'a été trouvée, et rien d'autre n'a été aperçu sur les autres caméras. Les enquêteurs ont rapidement écarté cette théorie. Une autre suggérait que Fernanda était déprimée et aurait mis fin à ses jours. Mais ses proches ont rejeté cette idée, rappelant qu'elle était enthousiaste à l'idée d'avoir son bébé et qu'elle remettait sa vie en ordre. Une autre théorie évoquait un enlèvement, mais aucune demande de rançon ni preuve physique ne venait appuyer ce scénario. Enfin, en raison de ses anciens liens avec le monde de la drogue, même en tant que consommatrice, les enquêteurs ont envisagé un meurtre lié à la drogue, peut-être pour régler des dettes. Mais, comme pour les autres théories, aucune preuve concrète n'a été trouvée. En étudiant les suspects, la PDI a examiné toutes les personnes proches de Fernanda. Plusieurs suspects ont émergé, chacun ayant potentiellement des motifs et des opportunités. Suspecte 1, son petit ami actuel, Louis Peterson. Leur relation, bien que stable en apparence, connaissait des conflits. Des amis ont révélé que Fernanda avait exprimé des inquiétudes au sujet du caractère de Louis, qu'elle décrivait comme parfois contrôlant et verbalement agressif. Louis a admis qu'il se disputait, mais a nié toute violence physique. « Nous avions nos problèmes comme tous les couples, a-t-il déclaré, mais nous étions excités par la naissance de notre fille. » Après enquête et vérification de son alibi, qui le plaçait loin de Fernanda, et malgré des doutes sur leur relation, aucune preuve ne l'a relié à un crime. Il a été innocenté. Suspect 2, un chauffeur de taxi. Il était fréquemment vu avec Fernanda. Des amis ont affirmé qu'il était insistant, demandant son numéro et offrant des vêtements pour bébé. Le chauffeur a nié tout harcèlement, disant qu'ils avaient échangé leur contact après qu'il l'a conduite à l'hôpital.
Cependant, des messages dans le téléphone de Fernanda montraient qu'elle l'accusait d'être trop insistant. Malgré cela, il avait un alibi, et les tests sur son véhicule n'ont révélé aucun indice. Suspect Principal, Felipe Andrés Rojas Lobos. Voisin et ami de longue date, il connaissait Fernanda depuis plus de 10 ans. Elle prévoyait de le rencontrer au dépôt où il travaillait le jour de sa disparition. Une caméra montrait Fernanda se dirigeant vers le dépôt à 17h29, mais aucune image ne la montrait y entrant. Felipe a déclaré qu'il l'attendait, mais qu'elle n'était jamais venue. À 20h05, il lui a envoyé un message. « Tu n'es jamais venu, Yemek, je t'ai attendu en secret. » Les enquêteurs, sceptiques, ont découvert des images de Felipe transportant un sac de ciment de 25 kg dans le dépôt, un achat récent non lié à son travail. Le 13 février, Felipe a été filmé en train d'inspecter les caméras près du dépôt avec l'aide de Cristian Lobos Trujillo, qui a confirmé que Felipe vérifiait si elle filmait l'entrée. Le lendemain, Felipe a démissionné de son poste de manière abrupte. Les carabineros avaient fouillé le dépôt et la maison de Felipe, mais sans preuve concluante. La PDI est restée méfiante alors que l'affaire s'enlisait. Puis, 16 mois plus tard, en juin 2019, tout a changé grâce à un témoignage. Une femme anonyme, Nancy, a révélé que Felipe lui avait avoué avoir tué Fernanda. Il aurait dit qu'ils s'étaient rencontrés au dépôt le 10 février, avaient fumé ensemble, mais une dispute a éclaté. Felipe aurait poussé Fernanda, qui aurait heurté un meuble et commencé à convulser. Pris de panique, il aurait creusé une tombe et enterré son corps dans la cour arrière du dépôt. Sur la base de cette information, les enquêteurs sont retournés au dépôt le 24 juin 2019. En creusant dans la cour, ils ont trouvé une dalle de béton de 115 sur 50 cm recouverte d'une poudre blanchâtre. Ce qu'ils ont découvert a confirmé leur pire crainte. La poudre a été identifiée comme de la chaux. En creusant, ils ont trouvé une chaussure blanche attachée à un pied humain. C'était le premier signe qu'ils avaient trouvé un corps. Une bâche blanche enveloppait les restes, en position fétale, les mains liées par un tissu. Le corps, bien conservé, semblait être celui de Fernanda. Sa robe était relevée jusqu'à la taille, ses sous-vêtements déchirés. Ces détails suggéraient une agression violente avant sa mort. Le corps était momifié, préservé par la chaux et le ciment. Paola, appelée sur les lieux, a reconnu les vêtements et boucles d'oreilles de Fernanda. Les empreintes et tatouages ont confirmé qu'il s'agissait bien de Fernanda. Le docteur Vivian Bustos a dirigé l'examen préliminaire. La momification, sans colonisation d'insectes, indiquait une inhumation rapide. L'autopsie a révélé une fracture de l'os hyoïde, souvent liée à une strangulation. Des hémorragies dans les muscles du cou et des lésions dans la trachée ont confirmé une strangulation manuelle ou par ligature. Une toile nouée autour du cou de Fernanda a causé la fracture. La strangulation aurait déclenché un accouchement, privant le fœtus d'oxygène. Expulsé post-mortem par la pression du sol et de la dalle, il est mort asphyxié. Près du corps, des clés rouillées avec un porte-clés en forme de cœur et des sous-vêtements déchirés ont été retrouvés, témoins d'une lutte. Un sac de ciment San Juan, correspondant à celui acheté par Felipe le 12 février 2018, a été trouvé. Les caméras ont aidé à reconstituer les faits. Le 10 février, Felipe a été filmé arrivant à vélo au dépôt. 12 minutes plus tard, Fernanda a quitté sa maison, traversant la rue Puntiago. À 17h33, Felipe a probablement fait sortir 2 chiens après avoir fait entrer Fernanda. Entre 17h33 et 19h34, le crime aurait eu lieu. À 19h34, Felipe a quitté le dépôt à vélo, prenant un détour au lieu de rentrer directement, ce que les enquêteurs ont attribué à un comportement suspect. Le 12 février, Felipe a acheté un sac de ciment San Juan, puis est retourné acheter du mortier, transportant tout à vélo. Le 13 février, Felipe a été filmé vérifiant les caméras, et le 14, il a démissionné brusquement, tentant d'échapper à la justice. Son procès, débuté le 6 mars 2019, a révélé des preuves accablantes. Il était le seul au dépôt le 10 février. Fernanda y allait pour le voir, et son corps montrait des signes de violence sexuelle. Après le crime, il a acheté du ciment pour dissimuler son acte et a multiplié les mensonges, y compris en manipulant des témoins. Felipe avait planifié le meurtre et enterré Fernanda vivante, causant aussi la mort de son bébé Josefa. Le 25 avril 2023, il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour ce crime d'une extrême brutalité, clôturant cette affaire tragique. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous et laissez un j'aime.
pour soutenir notre travail et découvrir d'autres enquêtes comme celle-ci.